Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans La Charrue avant les bœufs. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas La Charrue avant les bœufs, il s'agit d'un podcast de vulgarisation scientifique de l'ISARA, créé par Olivier Duchesne, enseignant-chercheur en agronomie à l'ISARA, et moi, Édouard Saury, ingénieur agronome chez ProConseil. Dans ce podcast, nous abordons des thématiques autour de l'agriculture, l'environnement, l'alimentation, bref, des sujets autour desquels on se pose tous des questions. Les épisodes paraissent tous les premiers mardis du mois, alors n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour n'en manquer aucun. Et pour ma part, je vous laisse avec Olivier pour le 3e épisode de la saison 2. Bonne écoute! Bonjour Édouard et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Charrue avant les bœufs. Alors l'histoire des agriculteurs du monde est faite d'adaptations constantes aux éléments extérieurs entourant les systèmes de production. Voilà ce qu'écrit Marine Raffray, l'une de nos invitées, dans un article de Paysans et Société en 2019. Aujourd'hui, c'est vrai, l'adaptation et l'évolution des agriculteurs est, au moins en partie, largement orientée, voire dirigée par des politiques économiques qui donnent le là en termes d'orientation stratégique. Concernant la France et l'Europe, c'est la fameuse PAC, la politique agricole commune, qui officie et qui indique les règles du jeu pour la plus grande partie de l'agriculture française et européenne. Depuis le début de son existence politique en 1957, à la suite du traité de Rome, elle occupe un rôle prépondérant dans le budget européen et navigue de réforme en réforme pour tenter d'appréhender et de répondre aux enjeux agricoles, alimentaires, sociaux et environnementaux qui traversent nos sociétés aujourd'hui. Alors, à l'heure où se dessinent aujourd'hui les orientations et les décisions pour la prochaine politique agricole commune pour la période 2023-2027, nous recevons 2 invités pour nous en parler, nous expliquer cette PAC, son histoire si décisive et son avenir pourtant si débattu. Alors, bonjour à notre premier intervenant Michel Guglielmi, qui est un accoutumé de cette émission désormais, qui est présent pour son dernier épisode aujourd'hui ici. Bonjour Michel, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, Michel Guglielmi, donc je suis enseignant d'économie et de politique agricole à l'ISARA depuis de nombreuses années et même après ma retraite. Merci Michel. Et donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, notre deuxième invitée, Marine Raffray. Marine, bonjour. Est-ce que tu peux également te présenter ? Bonjour, donc je suis agroéconomiste. Je travaille pour les chambres d'agriculture France dans le service études, références et prospectives. Eh bien, bienvenue Marine. Alors tous les deux aujourd'hui, vous allez nous parler de la politique agricole commune. Alors pour lancer le sujet, en première question, je voudrais d'abord vous demander pourquoi est-ce qu'on a une politique agricole commune et pourquoi dans tant de pays on a besoin de politiques d'orientation structurelle publique pour organiser le marché agricole. On peut sans doute trouver d'assez nombreuses raisons pour lesquelles les États interviennent pour orienter et gérer dans une certaine mesure l'agriculture et ses orientations. La principale est sans doute que les marchés agricoles présentent des caractéristiques particulières, en tout cas les marchés agricoles des produits de base de l'alimentation. Et ces caractéristiques particulières sont une grande volatilité des prix si on n'intervient pas pour réguler ces prix. Alors, bon, je ne sais pas s'il faut aller loin dans l'explication, mais en gros, l'offre et la demande de produits alimentaires de base est relativement peu réactive au prix. Alors, sans détailler les mécanismes, ça entraîne qu'une faible variation de la production peut entraîner une forte variation de prix et une relativement faible variation de la demande peut également entraîner une forte variation de prix. Ce qui fait que sans intervention de régulation, sans intervention pour soit empêcher les prix de descendre trop bas, soit empêcher les prix de monter trop haut, eh bien on a des prix agricoles qui font le yo-yo en permanence avec des inconvénients assez embêtants, à la fois pour les consommateurs, surtout les consommateurs pauvres, qui souffrent quand les prix montent trop haut, et pour les producteurs de leur côté, qui souffrent quand les prix descendent trop bas. Voilà, je donnerais ça comme principale raison d'intervention sur les marchés agricoles. Il y a d'autres interventions publiques en agriculture, bien sûr, mais il me paraît que c'est la principale et c'est celle qui, en tout cas, a largement déterminé la politique agricole commune. Marine, est-ce que tu souhaites compléter ? Est-ce que c'est la nature, effectivement, des biens agricoles qui fait qu'on ne peut pas simplement laisser faire et qu'il y a besoin d'une politique pour organiser cela ? Oui, absolument. Comme l'a dit Michel, on a affaire à des biens qui sont très spécifiques, très stratégiques, puisqu'on parle d'alimentation. Donc les États de par le monde cherchent évidemment
à sécuriser les approvisionnements pour leur population, donc à maintenir des prix qui soient accessibles aux consommateurs. Et puis, pour pourvoir la consommation, il faut une production, donc il faut maintenir des agriculteurs. Et comme l'a dit Michel, du fait qu'on travaille avec des productions, avec des choses qui sont du ressort du vivant, eh bien, on a tout un tas de spécificités qui découlent de cela et qui font que non seulement on a des marchés instables, mais en plus, on a tout un tas d'aléas auxquels les producteurs doivent faire face, des aléas climatiques, des aléas sanitaires, des aléas environnementaux. Qui touche davantage le fait que ce soit des produits issus du vivant, comme tu dis. Et par exemple, les Absolument. saisons, le fait qu'on ne peut pas organiser la production comme on veut. Il y a besoin de cycles de croissance, par exemple. C'est ça qui... On a affaire à des cycles de production qui peuvent aller de quelques semaines, quelques mois à quelques années. Donc, le producteur ne peut pas s'adapter d'un claquement de doigts à un changement dans la demande, à un changement du signal prix. Et puis, évidemment, on a affaire à un support qui est vivant, donc on doit faire avec le climat, on doit faire avec tout un tas de choses extérieures et sur lesquelles on a peu de prise. D'accord, donc effectivement, des choses qui sont quand même bien des grosses spécificités par rapport, je dis n'importe quoi, une production de chaîne de construction automobile. Il y a des aléas un petit peu de nature différente. Alors pourquoi la PAC, elle arrive dans les années, enfin en tout cas suite au traité de Rome, elle a une existence politique en 1957. Donc on est post-Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui justifie à ce moment-là qu'on organise, qu'on statue sur son existence, sur sa naissance ? Quel est le contexte à ce moment-là et pourquoi on en a besoin à la suite de la Seconde Guerre mondiale ? Alors, comme tu l'as dit, Olivier, on sort d'une guerre mondiale, d'une part, qui a vu s'affronter des pays voisins, en l'occurrence notamment la France et l'Allemagne. Et donc, non seulement les hommes politiques bâtisseurs de cette communauté économique européenne cherchent à prévenir l'arrivée d'un nouveau conflit. Donc il faut renforcer les liens entre ces différentes économies, pour cela, renforcer les dépendances. Et puis aussi, il faut reconstruire un continent qui a été fortement éprouvé par ce conflit. Donc le traité de Rome, justement, en 1957, il instaure une communauté économique européenne entre l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Donc on a 6 pays qui y participent pour ce début. Et il établit un marché commun au sein duquel les marchandises vont pouvoir circuler. La situation économique et notamment d'approvisionnement alimentaire de l'époque est assez fragile. Les 6 pays en question sont globalement déficitaires en produits agricoles. Il y a un besoin, dans ce contexte du marché unique et d'une communauté économique, on appelait ça marché commun d'ailleurs au début. Le terme général qu'on a utilisé, c'est marché commun agricole. Dans ce contexte-là, on prend les 6 États membres prennent la décision, largement à l'initiative de la France, enfin en tout cas elle a joué un rôle important, de construire quelque chose de spécifique sur la production agricole, avec l'objectif d'en augmenter la production, d'augmenter la sécurité d'approvisionnement, d'augmenter la suffisance alimentaire de ce nouvel ensemble. Alors juste pour donner un ordre de grandeur, à cette époque-là, aujourd'hui, quand on faisait du blé, on parlait à peu près de rendement moyen, juste pour avoir notre idée, de 25 catho-hectares à peu près. Juste pour donner une perspective par rapport à nos auditeurs. Effectivement, on est bien loin des rendements dont on discute aujourd'hui. Donc, de ce que j'entends, un des objectifs à ce moment-là, c'est vraiment d'aller sur des gains de productivité, des plus hauts rendements pour satisfaire une souveraineté alimentaire, comme on dirait aujourd'hui. Oui, des plus hauts rendements, pas seulement. Pas seulement, c'est-à-dire... Donc le rendement, c'est la productivité du sol. Mais c'est certainement un des objectifs majeurs, augmenter la productivité du sol. Mais il y a largement, dans le traité de Rome, c'est explicite, la volonté d'augmenter la productivité du travail. C'est probablement premier par rapport à l'augmentation des rendements eux-mêmes. Et Est-ce que tu peux juste repréciser le traité de Rome, exactement à quoi ça correspond ? C'est le traité qui institue le premier ensemble économique. Alors on l'a dû l'appeler à l'époque communauté
je me rappelle plus exactement le terme, communauté économique européenne. Oui. Voilà, c'était, maintenant on dit Union européenne. Hein. Voilà, c'est le traité entre ces 6 pays qui institue cet ensemble-là, et il sera naturellement rediscuté, réformé, revalidé tout au long de l'histoire de l'Union européenne. Il y aura d'autres traités qui viendront compléter tout ça, mais c'est le traité fondateur. Et dans ce traité fondateur, il y a deux articles qui concernent l'agriculture, notamment le 39, autant que je me souvienne, qui dit très précisément il faut augmenter la production agricole et surtout augmenter la productivité du travail agricole. Alors, après, il y a d'autres objectifs sur la régulation des prix, assurer des prix raisonnables aux consommateurs, etc., etc. Mais le premier alinéa de cet article, c'est augmenter la production et la productivité, notamment avec le meilleur emploi possible des facteurs de production, dont la main-d'œuvre. Ça veut dire que derrière, c'est explicite, c'est même très intéressant, je trouve, cet article-là. C'est assez rare. Article 39, c'est bien 39 du traité de Rome. C'est assez rare d'avoir quelque chose d'aussi explicite qui sera ensuite, vraiment, cet objectif-là sera poursuivi. C'est-à-dire qu'il y a l'affichage d'une politique cohérente d'augmentation de la productivité du travail avec l'idée que les agriculteurs ou les enfants d'agriculteurs iront travailler dans l'industrie. Oui, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à cette époque, on a un quart, un tiers, selon les pays, de la population qui travaille dans l'agriculture. Donc, c'est vraiment un gisement de main-d'œuvre. Aujourd'hui, ça représente combien ? Aujourd'hui, en France, on est autour de 2% de la population active qui travaille dans l'agriculture. Donc, on voit l'évolution vraiment, vraiment spectaculaire au cours de ces décennies. Et c'est aussi ce qui explique que la PAC, la politique agricole commune, est soit la première politique européenne. Pourquoi on a commencé par l'agriculture ? Parce que c'est donc un secteur stratégique. Ça a employé un quart à un tiers de la population européenne. Et puis aussi, il fallait sortir de cette période de pénurie qu'on avait pu connaître post-Seconde Guerre mondiale. Et je rejoins Michel sur le fait que l'accroissement de la productivité du travail, ça a figuré parmi les objectifs majeurs pour cette politique. Donc si je résume, on a une politique agricole commune qui arrive pour reconstruire, rebâtir sur un terrain assez ravagé par la guerre, dans l'idée de recréer un marché commun. C'est vraiment un motif fort de cette politique agricole commune au niveau de l'Europe, et donc de générer aussi une puissance agricole face à d'autres territoires, au bloc de l'Est, un dialogue avec les États-Unis, d'échange de marchandises. Et avec cette volonté d'aller sur des gains de productivité, alors pas seulement des rendements, ce que tu disais Michel, mais aussi d'avoir une main-d'œuvre, un travail agricole qui soit le plus efficace, le plus efficient possible, et pour produire des rendements avec moins de monde. Alors, très bien, ce sont les objectifs. Comment ça s'est réalisé ? Est-ce que c'est une garantie uniquement des prix qui a été donnée ? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Qu'est-ce qui s'est passé dans les années suivantes dans les exploitations ? Cette productivité qu'on a gagnée, avec moins de personnes, on a fait plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on a des meilleurs tracteurs ? J'imagine que oui. Est-ce que c'est des coups de râteau qui ont été donnés plus vite ? Est-ce que c'est des meilleures semences ? Qu'est-ce que ça veut dire dans les années qui ont suivi pour l'agriculture ? Alors déjà, on peut revenir sur les principes fondateurs de la politique agricole commune. Alors, non seulement on a mis au point un marché unique dans lequel les productions agricoles pouvaient librement circuler, donc sans droit de douane au sein de cette communauté économique européenne. On avait des prix uniformisés avec ce système de prix garantis, des normes harmonisées également. On avait aussi le principe de préférence communautaire, c'est-à-dire que le constat a été fait que les productions européennes allaient être à des niveaux de prix supérieurs à ceux d'autres pays. Donc, pour permettre aux agriculteurs d'accroître cette productivité du travail, il fallait leur assurer qu'ils n'allaient pas être mis en concurrence avec des productions venant de l'extérieur à des prix inférieurs. Donc, on appliquait des taxes, des compléments de prix, pour le dire assez rapidement, à ces marchandises qui entraient sur le territoire européen pour qu'elles soient mises au même niveau de prix, plus ou moins que les marchandises européennes. Et puis, il y avait aussi ce principe de solidarité financière entre les différents États membres, c'est-à-dire que chacun devait contribuer à hauteur de sa richesse nationale au budget de la PAC.
Et donc, comme tu l'as dit, voilà, on avait un système de prix garanti. On peut prendre l'exemple le plus courant, le plus symbolique, c'est celui des céréales. C'est-à-dire que on avait un prix indicatif qui était fixé chaque début de campagne. Et si les prix sur le marché intérieur passaient en dessous de ce seuil de prix indicatif, eh bien, la Commission européenne faisait des achats publics et constituait des stocks à partir de ces achats publics. Et elle achetait aux producteurs les marchandises à un prix dit d'intervention, garanti. donc un prix garanti. Donc on a véritablement à l'échelle européenne et aussi nationale une protection en fait de l'Europe, des frontières, des mécanismes de taxes pour garantir la valeur, le prix, le revenu de l'agriculteur et même s'il y a besoin, donc carrément aller jusqu'à acheter la marchandise pour qu'elle soit écoulée. Ouais, ça faisait vraiment l'intervention, c'est comme ça qu'on appelait, ça fait partie du dispositif. À la limite, il n'y avait même pas besoin d'intervenir dans certains cas. Il suffit de dire qu'on va intervenir si le prix descend au-dessus d'un certain niveau. Si des négociants, des collecteurs de céréales, pour reprendre l'exemple, savent que de toute façon, la collectivité, d'une manière ou d'une autre, leur achètera un prix donné, aucun acheteur de produits agricoles ne peut proposer un prix inférieur. Donc ça oblige tous les acheteurs de produits agricoles intérieurs à s'aligner sur ce prix minimum. Alors c'est important le protectionnisme, il faut utiliser le mot. On est obligé pour pouvoir garantir ce prix intérieur d'avoir un protectionnisme absolu. On ne peut pas permettre aux opérateurs intérieurs, aux acheteurs intérieurs d'acheter sur le marché mondial. Sinon, il n'y aurait plus d'achat de produits européens. Donc ça va de pair avec un protectionnisme très fort. Ça posera des problèmes après. On va y venir. Oui, et alors, je voulais rajouter peut-être quelque chose par rapport à la manière dont tu as posé la question, c'est que ces prix garantis, c'est pas seulement pour assurer un revenu aux agriculteurs, c'est pour leur donner une visibilité sur le moyen terme, au moins sur le moyen terme, en tout cas sur la campagne qui vient. Ils savent qu'ils sont assurés de vendre à un certain niveau. Donc, ça permet de programmer des investissements, des interventions. Enfin, ça sécurise la modernisation de l'exploitation agricole. C'est littéralement la possibilité pour les agriculteurs de planifier, de se projeter dans le futur et de réfléchir à leur exploitation en sachant comment ça va marcher et qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre. Alors, de ce point de vue-là, justement, dans mon exploitation, qu'est-ce qui a changé ? C'est-à-dire qu'on demande de plus produire, de mieux produire, j'ai des prix garantis. Qu'est-ce qui va changer et comment je vais faire finalement pour passer de mes 25 quintaux de moyenne à mon blé à 30, 40, 50, 60, 70 quintaux par hectare en moyenne ? Par exemple, oui, en blé, ce triplement des rendements en l'espace de 30-40 ans, ça a été permis grâce à l'introduction de moyens pour gérer les adventices. Donc les mauvaises herbes, donc des herbicides notamment, des moyens pour développer l'irrigation ou le drainage à l'inverse, des semences sélectionnées, et puis des engrais bien sûr, et évidemment tout le mouvement de motorisation, de mécanisation aussi, avec des premiers équipements, les premiers tracteurs qui venaient des États-Unis, les John Deere et autres, et qui n'étaient autres qu'une partie du plan Marshall, d'ailleurs, que les États-Unis ont mis en place pour participer à la reconstruction de l'Europe après-guerre. Donc, comme on va dire aujourd'hui, des intrants massifs, phytosanitaires, engrais, machinisme, tracteurs et compagnie. Est-ce que finalement on peut résumer ça par une forme d'industrialisation de l'agriculture ? Est-ce que c'est juste ? Utilisation de moyens industriels, sûrement. L'exploitation agricole est quand même largement restée familiale et pas encore passée au stade d'une usine, selon le modèle de l'industrie. Les idées d'usine à lait ou autres sont arrivées plus tard. À cette époque-là, c'est peut-être pas tout à fait juste de parler d'industrialisation. À ce moment-là, en tout cas. Les modèles classiques, c'est encore le couple qui gère son exploitation. C'est encore un couple qui est
propriétaires des moyens de production et qui utilisent des moyens d'origine industrielle. Ça, sans aucun doute. L'engrais, les machines, les produits de traitement, etc., ça vient d'industriel. Mais l'activité agricole elle-même, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, à ce moment-là en tout cas. Donc elle s'équipe, elle se modernise, elle n'est pas encore parfaitement industrielle, en tout cas pas à ce moment-là. Alors justement, du constat qu'on vient de faire, qu'est-ce qui se produit ensuite ? C'est-à-dire, je suis modernisé, j'ai plus d'équipements, je vais vers des rendements améliorés, j'ai une politique de garantie de prix qui m'appuie fortement ma planification, l'investissement. J'ai moins de voisins. J'ai moins de voisins, il y a une population agricole qui décroît et qui part vers la ville, hein, c'est bien ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? On parle notamment de la grande réforme de la PAC de 92. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus et concrètement, quels vont être les changements apportés au moment où on constate que oui, l'Europe devient une puissance agricole par tous les moyens qui ont été mis en place, mais ça pose de nombreuses questions, et notamment aussi à l'international, devant un outil là qui est organisé, protégé, pour répondre à ces marchés agricoles, à la production de biens alimentaires. Qu'est-ce qui va changer et à qui ça va faire du tort ? Si on peut le dire comme ça, je ne sais pas. Alors, si on repart du contexte à partir des années 80, tous ces instruments dont on vient de parler ont extrêmement bien fonctionné dans la mesure où, oui, on a atteint des niveaux de productivité du travail et des niveaux de production qui n'avaient jamais été atteints. Et tant et si bien qu'on a des crises de surproduction sur les principaux produits qui font l'objet de ces mesures de protectionnisme, la viande bovine, le lait ou les céréales. Par ailleurs, littéralement, on produit trop, c'est ça. On produit, et d'ailleurs, c'est un autre outil dont on n'a pas encore parlé, mais ces excédents, non seulement on en stocke une partie, mais là, les stocks deviennent pléthoriques, parce qu'il n'y a pas de limite à l'interventionnisme. Les stocks, quand les achats... Stock, là, c'est littéralement les États qui achètent. Les achats publics et ces stocks publics qui sont construits à partir de ces achats n'ont pas de limite, c'est à l'infini. Donc, à un moment, il faut les écouler, et on les écoule notamment sur les marchés internationaux. Alors, ça a posé un certain nombre de questions, et les concurrents de l'Union européenne ont au fait de soulever des critiques sur cette politique agricole. En l'occurrence, les États-Unis, qui ont été les leaders de la fronde contre la PAC. Notamment parce qu'ils étaient, fin des années 80, début 90, assez concurrencés sur des marchés à l'export. Ils ont perdu certains marchés, par exemple avec l'embargo de la Russie sur leurs céréales. Donc voilà, le contexte international était assez tendu et plusieurs pays, plusieurs puissances agricoles avaient l'Union européenne dans le viseur. Donc cette Union européenne, en 92, a décidé de réformer sa politique agricole, ou du moins s'est servi de ces éléments aussi comme justificatifs pour renouveler la PAC. Et notamment en limitant la production de céréales et d'oléoprotéagineux. Donc on a mis en place une jachère en fait sur les surfaces de céréales et d'oléoprotéagineux. Et on a baissé les prix à l'intervention, qui ont été quasiment alignés sur les prix mondiaux. Et pour compenser cette perte pour les agriculteurs, on a mis en place des paiements dits compensatoires, des paiements versés à l'hectare de... Les fameuses subventions. Voilà, les fameuses aides directes. Oui. Michel ? Je voulais simplement faire référence à des termes qu'on a utilisés à l'époque. Moi, j'ai l'avantage d'avoir vécu ça. On parlait de montagnes de beurre, de montagnes de céréales, de montagnes de stocks de viande bovine. J'ai encore dans mon portefeuille de graphiques des graphiques qui ont été produits à l'époque. C'est très spectaculaire. On s'est retrouvés. Il y a l'aspect international qui est très important et qui
fait qu'au moment où se sont engagées des négociations internationales, on a réformé la PAC, mais il y a aussi l'aspect intérieur, c'est-à-dire que la politique qu'on avait mise en place marchait tellement bien que les agriculteurs ils continuaient à produire. Et au moment où on a mis en place les quotas laitiers, c'était même avant, hein, il a fallu qu'on limite la production laitière, c'était en 84, la production de lait croissait par an de 2 à 3% et la consommation de 1 à 1,5%. Enfin, il fallait gérer les stocks, il fallait subventionner des exportations pour brader ça sur le marché mondial, et puis ça coûtait de l'argent. Ça entraînait une croissance des dépenses budgétaires de l'Europe qui était à la remorque de la croissance de la production. Donc il y a eu à la fois ces éléments internationaux qui ont joué sur la fameuse réforme là, et aussi ces difficultés à maîtriser le processus qu'on avait mis en place et qui marchait bien. Donc on se met à se dire on produit trop, ça pose de nombreux problèmes, national, international, et donc on va essayer de réguler cette production, on va baisser notre incitation qui est liée à la garantie sur les prix, comme tu disais Marine, et on va passer plutôt effectivement du coup sur des prix plus faibles, mais on va compenser avec d'autres aides directement auprès des agriculteurs. Et donc le but de cette manœuvre, c'est d'avoir des denrées alimentaires moins chères, qui vont être écoulées aussi plus facilement à l'international, si je comprends bien. Et du coup, on passe d'une politique dite de prix à une politique de subvention, c'est bien ça ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de changement global de gestion de la politique agricole commune ? Et donc on quitte petit à petit ce que tu appelais tout à l'heure, Michel, des formations très protectionnistes. Alors, sur le moment, on n'a probablement pas tous perçu ce qui était en train de se passer. Au moment où ça a été mis en place entre 92 et 95, on pouvait penser ça comme un ajustement. On baisse un peu les prix, on met de la jachère obligatoire, on réduit la voilure pour réajuster un petit peu production, consommation, capacité de vendre. Ça pouvait être pris comme un ajustement. Mais en fait, c'était le début d'un grand détricotage de tout ce qu'on avait fait avant. C'est après quand on refait l'histoire a posteriori qu'on s'en aperçoit. Sur le moment, c'était pas si évident que ça. Enfin, en tout cas pour moi, à l'époque, ça n'a pas été si évident que ça. Et puis, effectivement, on est passé progressivement à une compensation des baisses de prix garanties pour donc, les principaux produits. Au départ, c'était les céréales et la viande bovine. Après, c'est passé au lait un peu plus tard. Donc, on compensait de façon moyenne par des aides directes. Alors, c'est des subventions, mais plus précisément des aides directes couplées, on les a appelées comme ça, qui étaient affectées à l'hectare de blé, de colza, de maïs, etc., ou affectées à l'animal, la vache allaitante, le jeune bovin, etc. Donc les agriculteurs remplissaient chaque année des formulaires où ils disaient « j'ai tant d'hectares de ceci, tant d'hectares de cela, tant d'animaux, etc. » Et ça fait tant. Et le budget européen versait le tant. Voilà. Donc les aides sont devenues progressivement, pour un certain nombre de productions, la principale source de revenus. Ce qui est encore quelque part un fonctionnement un petit peu débattu, contesté aujourd'hui. On a l'impression que les agriculteurs sont rémunérés, vivent grâce aux subventions. Ça pose effectivement des sacrés problèmes. Alors. Eh bien, si on regarde l'évolution du poids de ces subventions dans le revenu des agriculteurs, en effet, de par ces changements, de par le fait qu'on soit passé par des outils qui maintiennent des prix à un certain niveau, des prix rémunérateurs, on peut le dire, à un système d'aide directe, de facto, le poids des subventions dans le revenu des agriculteurs a été multiplié par 4 en l'espace de cette réforme, à partir de ces réformes. Donc, alors par contre, avec des disparités selon les productions. Le type de production. On a des productions qui ont été bien moins soutenues en pourcentage de leurs revenus, par exemple les fruits et légumes, la viticulture, et puis d'autres qui dépendent davantage de ces aides, comme la viande bovine, avec cet historique d'être couplée à la production. Donc tout de même des différences. Mais aujourd'hui, on estime que sans subvention, on a à peu près la moitié des exploitations agricoles françaises qui auraient un revenu négatif. D'accord, donc on peut littéralement dire que les agriculteurs aujourd'hui
leur travail est possible et viable parce qu'il y a des subventions. Clairement, si on les enlève, il y a une bonne partie des agriculteurs qui ne pourraient pas vivre, c'est bien ça. On pourrait dire que leur travail n'est pas viable. Eh bien, on va le dire comme ça. Alors, du coup, c'est important quand même de préciser un petit peu ces différences selon les productions, hein, parce que autant pour la viande bovine, non seulement les subventions font le revenu, mais payent les charges même. C'est plus que le revenu. Les subventions représentent plus que le revenu, donc elles payent le fonctionnement de l'exploitation. Hein. Autant pour les exploitations maraîchères ou viticoles ou arboricoles, comme les prix n'ont pas été soutenus de la même façon, la part de subvention est beaucoup plus faible. Hein. Et ça fait des écarts considérables. Hein. Alors, il y a des agriculteurs qui ne touchent presque pas de subventions et d'autres pour qui c'est plus que le revenu. D'accord, alors on a un grand changement de la PAC, notamment avec ces subventions, une garantie des prix qui se fait plus de la même manière, une ouverture des frontières qui va aussi donner lieu à des arbitrages sur les marchés agricoles. On a parlé ensemble de l'enjeu protéines avec les US, où justement pour continuer à écouler nos céréales, par exemple aux États-Unis, on accorde le droit que justement ils aient un laissez-passer pour, par exemple, la protéine, le soja, etc. Donc des thématiques qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les débats sur l'acheminement de la protéine chez nous. Concrètement, quels vont être les grands enjeux ? Qu'est-ce qui va se passer à partir des années 2000 ? On a parlé de plein de choses ensemble. Il y a plein de mots qui ressortent quand on cherche ce qui se passe pour la PAC dans les années 2000. On a des changements au niveau des aides qui sont plus ou moins couplés, plus ou moins directs. On va parler du bilan de santé en 2018 de la PAC. On va parler du verdissement de la PAC. Qu'est-ce que la PAC, une fois qu'elle a fait ce que vous venez de proposer, une politique plutôt de subvention, dans les années 2000, va tenter de faire évoluer, de réformer pour continuer à avancer devant ces enjeux qui sont liés à la fois à la prise en compte d'éléments écologiques, environnementaux, à la rémunération des agriculteurs. Qu'est-ce qu'on peut dessiner comme perspective là, dans les années 2000 pour la PAC ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, d'abord, je voudrais un tout petit peu parler d'une étape intermédiaire. Je t'en prie. Dans un premier temps, on a affecté des aides directes en fonction des hectares de céréales et de l'effectif des animaux. Dans un deuxième temps, ça c'est ce qu'on appelait les aides couplées à la production, au type de production. Dans un deuxième temps, et ça c'est un autre pas, je trouve extraordinaire, c'est qu'on a découplé l'aide de la production. C'est-à-dire que maintenant, ça n'est plus le fait d'avoir des céréales ou des animaux qui fait la subvention, c'est le nombre d'hectares. On a transformé l'aide à la production, non pas en fonction du rendement, comme c'était le cas avant avec le soutien des prix, mais en fonction des effectifs et de la taille des cultures. On a transformé ça en une aide qu'on appelle surfacique, c'est-à-dire on a tant d'hectares, on touche tant d'argent. Ce qui est un appel à avoir la plus grosse ferme possible ? Absolument. Ça a forcément un effet d'agrandissement des exploitations. Et le but de cette manœuvre, c'est quoi ? C'est toujours de proposer un soutien aux agriculteurs, mais si possible, en l'éloignant le plus possible de la production pour qu'elle reste, pilotée en termes de prix par le jeu d'équilibre des marchés. C'est ça l'objectif ? Oui, on peut le dire exactement comme ça. La nouvelle doctrine, c'était de faire en sorte qu'on ait des instruments de politique agricole qui soient, du moins c'était le point de vue de la Commission européenne, le moins distorsif pour les marchés agricoles. On pourrait faire tout un débat là-dessus après. Oui. Un long débat. Un long débat. Donc, le point final, c'est d'intervenir le moins possible sur le marché agricole pour le laisser se réguler. C'est l'idée. Voilà. Et puis de poursuivre aussi l'ouverture de l'Union européenne aux marchés mondiaux. Donc littéralement de placer nos productions à l'étranger sur des marchés et de vendre à l'extérieur de l'Europe. Oui, tout à fait. Donc on est passé d'une Union européenne ou des États membres fondateurs qui étaient déficitaires au sortir de la Seconde Guerre mondiale à une Union européenne puissance agricole de rang mondial. Par exemple, la France qui est aujourd'hui la 5e puissance exportatrice mondiale sur les produits agricoles. Donc c'est passé par la poursuite de ce détricotage, comme l'a très bien dit Michel, de ces outils d'intervention. On continue de réduire les prix de soutien dans les années 2000. Et puis on les compense de manière de plus en plus faible par ces aides dites directes. Et on commence à verser ces aides directes sous condition de respect de bonnes conditions, de bonnes pratiques agro-environnementales.
Donc on introduit à partir de 2003 ces éléments environnementaux. C'est l'idée du verdissement, c'est ça Oui, c'est les prémices, tout à fait, du verdissement. C'est ce qu'on a appelé la conditionnalité des aides. Et à partir de 2008, ce fameux bilan de santé, on poursuit encore le mouvement. On prépare la sortie des quotas laitiers pour permettre, alors, sous pression de certains États membres, notamment les Pays-Bas, qui eux étaient prêts à augmenter la production, le Danemark. Alors en France, la France avait été la profession agricole avait été initialement contre l'instauration de ces quotas laitiers en 84. Et puis finalement, dans les années 2000, c'était plus la même vision. Là, on était nous plus mesurés sur la sortie, voire contre la sortie des quotas laitiers. Donc oui, ces années 2000, c'est vraiment la poursuite, l'accentuation de ce mouvement de libéralisation de la PAC. On découpe de plus en plus les aides. On intervient le moins possible sur le marché. Ouais, voilà. Mais on rajoute des aides découplées de plus en plus découplées à la production, et on rajoute des conditionnalités, c'est-à-dire on va intégrer d'autres problématiques que sont le respect, la garantie d'une qualité environnementale quand on cherche à produire des denrées agricoles. C'est comme ça que c'est présenté. Mais Michel, c'est comme ça que c'est présenté. On sent que tu n'es pas tout à fait satisfait. Non. Alors justement, on va y venir. On est sur la dernière partie de notre épisode. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend de cette politique agricole commune ? On fait consensus sur le fait que l'agriculture, elle est sous des feux croisés. Elle doit maintenir un revenu agricole, elle doit maintenir des actifs agricoles, donc des gens qui travaillent dans l'agriculture, si possible des denrées alimentaires de qualité, et si possible respecter, voire protéger et améliorer la condition environnementale, stocker du carbone, etc. Qu'est-ce que la PAC a à dire de ces choses-là ? Est-ce que c'est un levier puissant d'action ? Et aujourd'hui, on discute clairement, alors il y a quand même déjà beaucoup de choses qui sont déjà bien discutées et arrêtées en réalité, sur les prochaines orientations économiques, politiques pour la période 2023-2027. Qu'est-ce que vous retenez finalement de ces discussions ou des éléments phares en fait, de pilotage stratégique de la politique agricole commune pour la période qui est devant nous ? Alors, là, peut-être que quelque chose sur lequel on peut revenir très rapidement, c'est que fin des années 90, début 2000, on a aussi ajouté quand même un second pilier à la PAC. Faut aussi en parler. On a beaucoup parlé d'économie, mais on a introduit, il me semble que c'est en 99, un second pilier qui portait, donc la deuxième jambe de la PAC, qui devait porter sur le développement rural, l'environnement, l'installation de jeunes agriculteurs. Et ce second pilier est monté en puissance au fur et à mesure des réformes. Et on peut dire que là, pour la prochaine PAC, le volet environnement et climat est vraiment mis très fortement en avant, notamment par le fait qu'il y a 2 ans, en 2019, l'Union européenne, sous la poussée de la Commission européenne avec Ursula von der Leyen, s'est dotée d'une stratégie, un pacte vert, qui vise à faire de l'Union européenne un continent... Le Green Deal, on l'entend. Le Green Deal, voilà. Qui vise à faire de l'Union européenne un continent avec 0 émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc quand tu dis que ça a une place importante, sous-entendu, en fait, les enveloppes attribuées à ces questions-là sont plus importantes, les enveloppes monétaires ? Non. Alors voilà, on peut parler des ambitions puis des moyens. D'accord. Donc tu dis qu'il y a une belle ambition. Il y a une belle ambition, il y a d'énormes ambitions pour l'agriculture qui est vu comme l'un des leviers et l'un des accusés aussi, et qui doit contribuer, de l'avis de la Commission européenne, à la réalisation de ces objectifs. Donc ça va passer par des objectifs en matière de baisse d'utilisation des engrais, d'utilisation des produits phytosanitaires, de réduction des gaz à effet de serre par le secteur agricole. Et ça se retranscrit aussi dans la PAC et dans ses instruments. On a un verdissement là, dans la prochaine PAC qui est bien plus important, qui prend une place plus importante que dans les réformes précédentes. Si je ne me trompe pas, on va se mettre à parler d'éco-régimes qui vont être liés à certaines pratiques de type j'ai des prairies, j'ai du non-labour, je cultive des plantes de service, je cultive mes interrants, j'ai des labels bas carbone, HVE, etc. Tout à fait, on a ce nouvel instrument des éco-régimes, une conditionnalité qui est très renforcée
pour les paiements du premier pilier. Donc ce volet environnemental et climatique, je trouve, est vraiment le marqueur pour cette prochaine PAC. Michel, une belle ambition. Alors moi, j'ai un avis un peu plus nuancé. Nuancé. D'abord, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans cette affaire, c'est que la PAC dont on discute, là, celle qui va avoir lieu, qui va être mise en place en 2023, elle a été préparée avant la nouvelle commission. Avant l'annonce de ces objectifs mirobolants de protection de l'environnement. C'est, effectivement, les textes biodiversité de la fourche à la fourchette sont très très ambitieux. Mais moi, je les interprète pour le moment comme des discours. Comme à la COP 21. On fait beaucoup de discours à la COP 21. Non, on en est à la COP 26. Oui, pardon, 21 et puis 22 et 23 et 26. Voilà, comme à la COP, climat. Donc, effectivement, une annonce d'objectifs très ambitieux et une PAC qui a été faite sur la base de la poursuite de l'ancienne. Alors, c'est là que je trouve qu'il y a une sorte d'incohérence. Il n'y a pas plus de moyens, il y en a même plutôt moins, y compris sur les questions environnementales. Hein, ça fait pas une augmentation de moyens très importante. Et le dispositif qu'on met en place, c'est un ajustement de l'ancienne PAC. L'éco-régime, pour moi, c'est un tout petit ajustement de l'ancienne PAC. Donc, si j'essaie de résumer... Et en plus, il est sous l'égide des États. C'est-à-dire que c'est chaque État qui va l'établir, théoriquement sous le contrôle de la Commission. Là, je demande à voir. Le fameux plan stratégique national, c'est bien ça. Alors, si je résume, et je vais laisser la parole à Marine Raffray, tu parles de belles ambitions, mais finalement de conditionnalités, effectivement, qui sont repensées, retravaillées, etc. Mais les moyens alloués ne sont pas si élevés que ça, Marine. Oui, alors, je rejoins Michel sur certains points. Vous avez le droit d'être en désaccord. Sur le fait que, visiblement, les moyens ne sont pas à la hauteur. Plusieurs éléments pour justifier cela. On a eu là récemment la publication de plusieurs documents, plusieurs rapports qui évaluent ce que donnerait la mise en place, la réalisation de ces objectifs climatiques et environnementaux sur l'évolution de la production européenne, en tenant compte de cette réforme de la PAC. Et visiblement, même avec ces ajustements et cette nouvelle PAC, on arrive à des résultats qui font assez peur, qui doivent faire réfléchir les décideurs. En l'occurrence, on parle de baisse de la production, de risque de répercussions sur le niveau des prix aux consommateurs et de hausse des importations. Donc, en termes d'ambition pour le secteur agricole européen, c'est vrai qu'on a vu mieux comme futur et comme perspective. Et Michel l'a dit aussi, un autre pendant important pour cette réforme, c'est le niveau de nationalisation, de renationalisation de cette PAC, puisque un certain nombre d'instruments, dont l'éco-régime, mais pas que, vont être laissés à l'appréciation des États membres. Par contre, ces États membres, ils doivent remettre leur copie à la Commission européenne. Et là, on est un peu dans une boîte noire parce que ce que l'on voit, c'est que la Commission européenne, elle a cet agenda, ce pacte vert dans le collimateur. Et elle va aussi évaluer les plans des États membres au regard de ces objectifs. Donc elle peut récompenser ou punir potentiellement une bonne copie ou une mauvaise copie. C'est ce qui est annoncé. Et qu'est-ce qui sera mis en œuvre, je ne sais pas, mais c'est ce qui est annoncé. Moi, je ne crois pas. Voilà. Je ne crois pas que ce sera mis en œuvre parce que les communications, pour le moment, les communications qui ont été faites par la Commission ne sont pas contraignantes. Elles n'impliquent pas d'obligation. C'est des intentions, mais il n'y a pas de contraintes juridiques à l'atteinte des objectifs qui sont annoncés. Donc, sur quoi va pouvoir s'appuyer la Commission si un État, s'il y a un différend entre elle et un État sur le contenu du plan stratégique national. C'est là qu'il y a un grand doute. Il y a beaucoup de flou, et ça je pense qu'on est d'accord là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut attendre éventuellement que ce flou s'éclaircisse un petit peu justement avec la mise en scène progressive de cette PAC ? Ou est-ce que c'est un flou justement qui va
qui va rester? En fait, est-ce que des discussions sont en cours encore pour éclaircir justement les points obscurs de décision, de récompense, de punition des bonnes copies ou des mauvaises copies? Est-ce que les discussions sont encore en cours ou est-ce que tout est figé? Alors pour l'instant, déjà, ce qui n'est pas du tout terminé, c'est ces plans stratégiques nationaux. D'accord, donc la déclinaison de ce programme-là à l'échelle des nations. Les États membres sont en train de les rédiger. Ils doivent les envoyer à la Commission européenne dans les prochaines semaines ou mois. Et ensuite, tout le processus de suivi et d'évaluation par la Commission européenne, on est dans le flou total et je crains qu'on ait peut-être des surprises dans les années qui viennent. Bon, c'est certain qu'on peut imaginer que la Commission va essayer de tirer les plans stratégiques nationaux et globalement la PAC vers un rapprochement de ses objectifs annoncés. Elle va essayer. Mais est-ce qu'elle en aura vraiment les moyens? Voilà. Alors pour conclure, personnellement, j'ai mes doutes. Pour conclure tous les deux, justement, je vais vous demander, d'après vos analyses, vos regards, votre expertise sur le sujet, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous trouveriez le plus prometteur dans les années à venir pour renforcer justement la puissance de ces leviers pour agir dans ce que vous estimeriez être le bon sens? Est-ce que il manque une mesure? Est-ce que c'est un acteur politique qui manque autour de la table pour discuter et avoir un pouvoir de décision? Ou est-ce que vous avez tout bonnement en fait aussi des exemples ailleurs d'agriculteurs, de fonctionnement qui seraient inspirants justement pour aller plus loin dans la structuration de ces marchés agricoles et quelque chose ou au contraire vous avez une idée du problème phare qu'il faudrait résoudre pour aller plus loin? Qu'est-ce que vous voudriez renvoyer comme message principal si vous deviez parler demain à la Commission européenne? Qui commence? Grosse ambition. Grosse ambition. Enfilez votre costard. Il faut aller parler à la Commission. Ce qui me semble important, c'est peut-être trivial de le dire, mais toutes ces ambitions, pour les réaliser, il va falloir des agriculteurs. Il faut qu'on maintienne un tissu agricole, des outils de production dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, on l'a vu au fil de notre discussion, on soulève quand même la question de savoir ce qui va rester de l'outil productif européen au fur et à mesure de ces réformes. On est passé donc... en France, on a perdu à peu près 1 million d'actifs agricoles en 30 ans. Donc, qui pour réaliser ces objectifs ambitieux? Et à l'international, d'autres puissances agricoles comme les États-Unis, la Russie, ne se posent pas autant de questions que nous sur l'aspect protectionniste de leur politique agricole et protègent leurs agriculteurs de la concurrence internationale. Donc, voilà. Par justement des mesures protectionnistes. Oui, par des soutiens au prix, par des mesures par des droits de douane. Donc, n'oublions pas que l'Union européenne a des concurrents sur le volet agricole et qu'ils nous regardent d'un air intéressé. Donc si j'essaie de reformuler ta conclusion, Marine, tu nous proposes maintenant d'avoir une ouverture, et ça tombe bien, ce sera le sujet du prochain épisode aussi, sur des enjeux de commerce internationaux à l'extérieur de l'Europe, et finalement comment on peut se doter peut-être de règles du jeu qui est court, pas seulement chez nous en Europe, mais aussi ailleurs, pour éviter justement ces fameuses distorsions du marché. Oui, ça me paraît indispensable. Donc il va falloir discuter sur une commission internationale cette fois-ci. Michel, ta conclusion? Moi, je pense que alors, je reviens complètement en arrière. La première PAC, elle avait une grande cohérence. Et depuis, voilà, les objectifs étaient clairs et les moyens en adéquation avec les objectifs. Et depuis 92, sous l'effet des phénomènes qu'on a un petit peu exposés, on a défait ça sans remplacer sans mettre une autre cohérence à la place de celle qu'on a abandonnée. Alors, bien entendu, l'environnement, bien entendu, alors c'est ça, la tentative de grande cohérence. Mais de fait, la politique agricole commune, c'est principalement discuter de la manière dont on se répartit un gâteau.
Alors, les critères environnementaux, ça fait partie des indicateurs possibles pour se répartir le gâteau. Mais quand même, globalement, c'est combien il y a d'argent à se partager et comment on se le partage. C'est ça, les négociations de la PAC. Je caricature un peu. Donc, le problème, c'est que il faut dépasser il faudrait que les États membres et la Commission, pas seulement la Commission, les États membres qui sont divers, qui n'ont pas les mêmes intérêts, arrivent à reconstruire une nouvelle cohérence en articulant les questions environnementales. Je crois qu'on n'y échappe pas. Enfin, de santé publique et d'environnement, on n'y échappe pas. C'est trop dans la préoccupation citoyenne. On n'échappe pas à ça, mais une articulation entre ça et effectivement les questions économiques. Et de quel type d'agriculture on veut. En même temps qu'on défend des objectifs absolument formidables en matière d'environnement et de santé, on continue à négocier tous azimuts des accords de libre-échange. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui dysfonctionne là. C'est le manque. Enfin, moi, si je devais dire quelque chose à nos responsables, mais pas seulement à la Commission, je pense que les États membres jouent un rôle important dans la définition de tout ça. C'est quelle stratégie, quelle vraie stratégie on met en place pour les 10 ans qui viennent. Est-ce que finalement, ça rejoint une question de quelle est la vision qu'on peut porter ? Est-ce qu'il y a un manque de vision en fait dans ce que tu dis sur la politique agricole commune ? Alors des visions, il y en a plein. C'est visiblement un peu paradoxal. Mais elles sont divergentes. Et elles ne sont pas les mêmes d'un État à l'autre. Elles ne sont pas les mêmes. Il faut en choisir une. Il faudrait arriver à en avoir une. Et je ne la discerne pas. Personnellement, je ne la discerne pas. Cette vision commune. Une vision commune, c'est 27 États membres qui doivent faire quelque chose en commun. Eh bien, on va conclure là-dessus, finalement. Trouver une vision commune à partager pour 27 États membres sur l'agriculture et comment finalement on peut gérer. Et 27 agricultures. Et 27 agricultures, avec des agricultures qui sont même différentes à l'intérieur de chaque État. Et donc finalement, comment on peut gérer quelque chose qui est aussi de l'ordre du bien commun, de produits de première nécessité, faire vivre des agriculteurs, tout en conservant des mesures pour gérer à peu près correctement les dégradations environnementales. Merci à tous les deux, Marine Raffray, Michel Guglielmi. On va continuer à discuter de ça dans un prochain épisode sur le commerce international qui, j'espère, nous permettra de boucler avec justement la totalité, l'amplitude de ces enjeux qui sont les marchés agricoles, concrètement, à travers les continents. Donc merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, on espère qu'il vous aura plu. Merci également à Lizara d'avoir rendu ce podcast possible. En complément de cet épisode, et pour célébrer les périodes de Noël, on vous propose 2 épisodes bonus qui sortiront respectivement la semaine prochaine et la semaine d'après. Et comme vous l'aurez compris, le prochain épisode traitera des enjeux de commerce international liés à l'agriculture. Alors rendez-vous à la semaine prochaine.